Bienvenue dans Docteur Business, l'émission où on aide un entrepreneur ou une entrepreneuse à régler ses soucis, que ce soit sur le produit, l'acquisition ou le modèle économique, et parfois la psychologie, les freins intellectuels. Alors bienvenue, et j'espère que l'épisode va vous plaire. Allô docteur, comment doubler ma marge? Comment me développer? Mon modèle est-il bon? Est-ce que je dois recruter? Hello, bienvenue sur Docteur Business. Alors qui es-tu et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je te consulte aujourd'hui parce que je voudrais que tu m'aides sur le calcul de la rentabilité et du risque de mon nouveau business que je monte Ok. avec une amie de 15 ans qui fait le même métier que moi. Donc, on est toutes les deux architectes d'intérieur. On a chacune nos agences depuis longtemps. On a des business séparés et on vient de créer un nouveau lieu ensemble pour, à la base, prendre des bureaux communs. Ça, c'était l'idée de départ. Sauf Ok. que à partir de cette envie et de cette contrainte-là, on a dû inventer une société et un business pour pouvoir rentabiliser ce lieu qui finalement s'est trouvé beaucoup trop grand pour nous. Et donc, voilà, l'idée, c'était de se dire, on veut prendre ces locaux donc pour notre activité personnelle, mais il faut les financer. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Euh, D'accord, ok, c'est un point de départ intéressant. Voilà. Donc, c'est un très bel espace qui est dans Paris et en gros qui coûte 6 fois trop cher pour nous. Donc, notre idée de départ, c'était de faire de la sous-location et de l'événementiel. Donc, de créer un espace de travail et d'événements destiné à la sphère de la rénovation, de la décoration et de l'architecture. Donc, on a deux cibles on a deux activités et rentabilités qui vont être très différentes, puisqu'on a vraiment de la location d'espaces de bureaux, en fait, très classique, qui ne va pas forcément être d'ailleurs pour une activité qui ressemble à la nôtre ou qui est dans la sphère de notre business. Ça peut très bien être un comptable, enfin, bon, peu importe, puisque l'espace est configuré de telle sorte qu'il peut être totalement indépendant d'une autre et en même temps, c'est la force de l'espace, il peut être flexible et coordonné au nôtre. Ouais, attends, tu pars un peu dans les détails juste pour être bien clair. Bon, j'ai compris, tu as pris des bureaux 6 fois trop grands parce que tu as eu un coup de cœur. Ouais. Du coup, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une démarche d'entrepreneur, j'ai été entrepreneuse toute ma vie. Qu'est-ce qu'on Mhm. peut faire de nouveau avec ces bureaux? Et du coup, tu as deux offres, une location d'espace de bureau classique. Et c'est quoi la Oui. deuxième? Et la deuxième, c'est de créer un écosystème un peu comme un club professionnel à destination de nos clients privés, donc plutôt du B2C, mais aussi et surtout avec du B2B tu vois, toute la sphère des prescripteurs en architecture et en décoration. Et l'idée sur toute cette dimension-là, elle est venue du fait qu'il a fallu financer aussi des travaux, pas seulement le loyer, puisque comme ce lieu représente notre activité et notre qualité, il fallait qu'il soit très, très poussé et donc très cher à construire. Donc, on a appelé des partenaires et on a dit, est-ce que vous voulez être avec nous dans l'aventure? Et évidemment, il a fallu leur donner un retour sur investissement. Ok, 6 fois trop grand, ça fait quelle taille à peu près? Ça fait 140 mètres carrés. Donc, on va sous-louer 50 mètres carrés pour l'activité 1. Et en gros, on a donc 100 mètres carrés à animer, à la fois pour nos bureaux et pour l'événementiel. Ok. Donc, la partie location, sous-location de bureau, je pense que c'est assez direct. Tu n'as pas besoin d'aide forcément là-dessus. Je propose qu'on parle plus de la deuxième partie ou c'est les deux pour toi sont des sujets? Peut-être que si. Alors, bon, ça peut être deux questions trop larges, mais dans la première partie, c'est une location de bureau, mais peut-être que j'aurais besoin de toi pour resserrer le positionnement ou avoir une définition plus. Ouais, on va parler du positionnement, ouais. Ouais, on va parler du positionnement parce qu'en fait, à la base, ça pourrait être juste des bureaux privés fermés, loués au mois vides. Sauf que c'est pas ce qu'on veut proposer. Nous, on se situe et du coup, je sais pas comment m'adresser à ma clientèle. Donc,
à destination de la location de bureau, parce que c'est pas juste soit un meublé avec service ou un lieu vide, c'est un lieu haut de gamme et qui est flexible. Donc, c'est un peu comme un coworking, tu vois, avec cette flexibilité-là pour les entrepreneurs. Donc, en fait, c'est pas un lieu qui est très facile sur le marché, qui n'est pas défini de façon standardisée. Donc là-dessus, il y a peut-être un discours à tenir et à créer qui est pas simple, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par il est pas standard? C'est plus que parce que c'est des salles de réunion, c'est des salles de coworking, c'est un tiers-lieu. En fait, normalement, quand tu cherches un bureau, tu cherches soit un lieu vide en bail 369, soit de la prestation de service, donc un lieu très flexible, déjà aménagé potentiellement avec des services. Et nous, en fait, on se dirige plutôt vers le deuxième, sauf qu'on est un lieu indépendant. Donc, en fait, les autres concurrents qui proposent ce type de service, ils n'ont pas des lieux indépendants avec une entrée privée, parce que nous, en fait, notre locataire, il peut très bien avoir une entrée indépendante de la nôtre sur cour, qui est vraiment comme son propre bureau. Donc, en fait, voilà, on est une sorte de bureau indépendant coworking. Donc, je ne sais pas trop comment bien me positionner là-dessus. Leur dire, voilà, en fait, tu as l'intérêt des deux. C'est-à-dire que tu as ton bureau privé, que normalement, tu dois te taper à aménager, à rénover, faire le ménage, trouver Internet, etc. Donc, là, nous, on va donner tous ces services-là. Et en même temps, tu as une sorte de flexibilité parce que même si tu as une salle de réunion et à toi, une entrée à toi et des bureaux à toi, tu peux aussi venir louer des espaces dans notre partie, qui est la partie en fait événementielle, archi, etc., mais qui présente différentes salles. Voilà. Donc, Ouais, ok. Je pense qu'il faut que tu fasses attention à… Là, tu es très dans la précision. Tu es très dans qu'est-ce que j'offre, c'est quoi mes services, pourquoi je suis différencié par rapport à d'autres bureaux. Oui. Et c'est cool que toi, tu aies ça en tête. Et pour cette discussion, je pense qu'il faut qu'on fasse un zoom arrière. Ok. D'accord? Moi, ce qui m'a l'air clair dans ce que tu dis, c'est j'essaye maintenant de construire une stratégie, mais au départ, j'ai pris ces bureaux par opportunité. Et maintenant, je réfléchis et en fait, un peu la même chose que opportunisme. Tu vois ce que je veux dire par opportunisme? C'est j'ai trouvé ça, ça m'a plu, j'y suis allé parce que ça fait sens. Et par vision, si tu préfères, mais en tout cas, c'était là, c'était accessible et tu l'as pris. Et maintenant, tu dis, OK, donc c'est trop cher. OK, donc il faut que je fasse monter les revenus. Tu m'as parlé de rentabilité. Oui. De l'autre côté, tu me dis, on peut louer des bureaux, on aurait tant de fonctionnalités, une entrée intérieure, etc. Ça, c'est très micro. Et de l'autre côté, ce que j'aimerais t'attirer l'attention, c'est en fait, il y a deux mondes. Il y a un monde où c'est OK de faire une stratégie, tu sais, qu'on appelle basée sur les capacités. Par exemple, je suis Uber, j'ai plein de livreurs, j'ai plein de taxis qui tournent et qui font des taxis. Et d'un coup, je me dis, tiens, les gens ont aussi envie de manger de chez eux. Et je lance Uber Eats parce que j'ai déjà une flotte de taxis. Les premiers Uber Eats, c'est les taxis qui livraient au retour quand le taxi était vide. Et puis petit à petit, je me dis, en fait, c'est complètement con de faire ça avec des taxis. On va faire ça avec des vélos. Et en fait, ça n'avait plus de rapport. Mais au départ, leur stratégie, c'était qu'est-ce que je peux faire pour augmenter le taux d'occupation des voitures et des chauffeurs? Donc, un peu de la même manière que toi, j'ai cette capacité, qu'est-ce que je vais en faire pour la rentabiliser? Mais au final, on voit que c'est une vision qui a pris la main. Et la vision, ça a été, OK, les gens ont envie de se restaurer, c'est pas cohérent de se faire en voiture, c'est quoi? Comment on fait pour capter ce marché correctement? Donc, est-ce que ton bureau, il faut décider assez vite, est-ce que ton bureau, c'est je cherche des gens qui vont me payer un loyer, de quoi ils ont besoin, je vais chercher autour de moi qui pourrait, comment je loue, c'est quoi la comparaison avec Regus, avec du 369, avec tu vois, Spaces et compagnie. Ou est-ce que j'ai une vision, une stratégie et en fait maintenant j'oublie 5 minutes la rentabilité, qu'est-ce que je veux construire et comment je fais un truc qui est cohérent dans l'ensemble? Parce que si tu as le premier locataire qui veut payer le plus de loyer, il n'a peut-être pas de valeur pour ta marque, pour ton architecture. Donc, comment tu remplis ce lieu? Moi, je le poserais à l'envers. Si tout le monde était idéal et que tu ne te posais plus la question de la rentabilité, tu voudrais quel type de gens dedans qui ferait quoi et qui viendrait spécifiquement chez toi pour quelle raison? Alors, c'est sûr que si on peut lier les deux. Ne parle pas de la porte de devant. Hein. Non, non mais en gros, moi, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est bien, tu as pensé à deux points d'entrée d'argent
une location et puis par contre voilà, de l'événementiel en lien avec ton métier, mais ta location elle n'est pas forcément en lien. Et j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que dans un monde idéal où on n'a pas besoin de rentabilité, est-ce que c'est une vision que je voudrais avoir et donc avoir un lieu vivant qui est cohérent? C'est ça? En Je gros, ne dis pas qu'il ne va pas être rentable. Je dis que ce qui est probablement le plus cohérent, c'est de construire quelque chose qui est logique. Et si tu penses court terme, rentabilité immédiate, ça va t'obliger à penser à OK, à qui je peux prendre de l'argent tout de suite, qui est oui. prêt à me payer, Mhm. mon montant minimum puisque j'ai mes coûts. Et Ouais. du coup, tu risques de réfléchir de la mauvaise manière. Si à la D'accord. place, tu dis OK, si dans 2 ans, ça a trop bien marché, j'ai quoi? Il y a qui dedans? Ils y font quoi? Pourquoi ils sont là? Après, on revient. Après, on revient en arrière. OK, bon, cette vision, elle est cool. Comment je peux la construire? C'est quoi la première marche? Ça ne veut pas dire que tu commences par ça, tu vois. Ouais, Mais ouais. déjà, est-ce qu'on pourrait se dire, si tu pouvais choisir les gens, les meilleurs utilisateurs, c'est qui? Alors, c'est sûr, les meilleurs utilisateurs, c'est des gens qui sont dans ma sphère de travail, parce que c'est ça qui est sympa à la base. C'est vrai que ce lieu qui nous dépasse un peu, il naît d'une envie d'être ensemble avec mon ami qui est maintenant mon associé, mais qui est archi d'intérieur. Donc, c'est d'avoir un espace super beau, d'avoir des référencements très pointus de partenaires, de marques avec lesquelles on travaille depuis déjà 15 ans et donc de faire bénéficier à d'autres de notre expertise. Donc, c'est vrai que si on ne parle pas du tout d'argent, c'est génial d'avoir un lieu qu'on aime, qui est beau, qu'on a co-créé et qui va bénéficier à plein de gens et qui est sympa parce que quand tu es archi, tu es un peu seul. Et donc là, ce qui est sympa, c'est l'esprit de club, le fait de rencontrer plein d'autres archis, de mettre en lien des partenaires, de se dire, ben voilà, les marques qu'on aime qui sont super, on veut les partager parce que Anne et moi, sur le papier, on est concurrentes. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on garde toujours évidemment nos métiers de base et on mêle pas notre clientèle. On a toutes les deux notre clientèle. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Mais donc voilà, c'est chouette d'être en commun, d'avoir une mise en commun dans un espace sans forcément pour autant mixer nos clients, tu vois. Je reviens tout à l'heure quand tu as décrit le programme, le projet, tu as dit c'est un club professionnel. Ça Mhm. veut dire quoi dans ton idée? C'est quoi le club professionnel? C'est quoi l'aspect club? Alors, l'aspect club, en fait, c'est parti aussi d'un opportunisme et de se dire si on veut des partenaires pour nous aider à faire les travaux, à avoir des matériaux pour le faire et du mobilier, il va falloir qu'on leur rende quelque chose, enfin, qu'ils aient quelque chose à y gagner. Et donc, notamment, en fait, c'est comme leur faire un showroom gratuit. C'est-à-dire, eux, ils nous prêtent les matériaux, leurs produits, et nous, on leur offre une exposition. Voilà. Et donc l'exposition, c'était l'idée de leur dire, vous nous prêtez oui, mais en fait, vous touchez pas deux archis, vous touchez toute l'écologie des architectes parisiens parce que nous, on va parler de votre marque, on va la valoriser et on n'a pas le même discours commercial. Enfin, on n'a pas de discours commercial. Nous, on parle de confrère à confrère. Et donc, c'est pas du tout. Enfin, c'est une opportunité pour vous en termes de réputation et de prescription, parce que quand on conseille un collègue, on ne vend pas un produit. On lui dit juste, regarde, ça c'est génial. D'ailleurs, tiens, tu peux le tester, c'est dans notre bureau. Voilà. Donc c'est un lien, Ok, donc un ton lien bureau, c'est devenu un showroom pour des fabricants de meubles de haut de gamme. Exactement. Et ils peuvent faire des événements pour présenter leurs produits. C'est-à-dire qu'avant, normalement, ce genre de partenaires, ils louaient des espaces, soit dans les foires professionnelles, soit des lieux dans Paris, pour justement inviter une dizaine d'archis, une vingtaine d'archis, et leur faire des présentations produits. Là, entre guillemets, ils n'ont plus à le louer, mais alors c'est la question, est-ce qu'on leur loue finalement? Est-ce que c'est juste un prêt au départ? Mais enfin voilà, il y a peut-être une histoire de rentabilité à travailler là-dessus. Mais on leur dit, voilà, venez chez nous parce que vos produits, ils sont non pas en catalogue, ils sont vraiment in situ. Et en plus, vous avez un bel espace pour faire vos présentations produits. Et nous, Ok. ça nous permet d'échanger avec des confrères, d'avoir un lieu sympa, animé et beau. Donc ça marche, ça, tu les as et donc tu as tes Oui, meubles, ça a très tu très as bien marché. plusieurs marques qui soutiennent ton lieu haut de gamme. Exactement. Ok, donc déjà, ça structure pas mal, puisque ça, c'est très cohérent avec ce que tu vends. Mhm. Ça crédibilise les cabinets d'archi, ça crédibilise tout le monde. Ça veut dire du coup,
Si demain, tu as 3 start-upers d'une boîte de tech, ça n'a pas beaucoup de sens dans tes bureaux. Effectivement, sauf à générer, à me dire, eux, s'ils ont la capacité de louer mon bureau et qu'ils sont au fond de cours, ils n'auront pas de lien avec notre activité, mais ils auront loué nos bureaux et ça permettra de payer le loyer. Mais effectivement, c'est plus sympa s'ils ont D'accord, mais lien d'activité. attends, du coup, si on a un râteau large et qu'on dit qui j'ai autour de moi qui pourrait rentrer dans ces bureaux, on va trouver peut-être des gens d'un peu tout azimut ou des gens de ton industrie parce que vous devez connaître à vous deux beaucoup de gens de votre industrie. Je pense que là, quand tu parles, tu vois, j'ai un peu une idée en tête qui me vient. Enfin, il faut réfléchir en termes de marque, mais il y a un truc du genre, bon, ça marche pas avec maison, la maison de la maison, tu vois, mais la maison du chocolat, tu vois, là tu es un peu le lieu où, comment dire, quand on démarre un business, je trouve ce qui est souvent intéressant, c'est de se dire qui sont les clients, les premiers clients qui ont le plus envie de m'avoir, qui a le plus besoin de moi. Sur les meubles, tu as trouvé. Tu as dit, c'est les marques qui sont trop petites pour avoir elles-mêmes leur propre showroom. Ouais. Du coup, je leur propose un morcellement de showroom. D'accord ? Oui. Et donc, elles ont un bout de showroom, tu vois, c'est un timeshare en fait. Tu leur proposes un showroom à plusieurs. Donc ça a marché. Maintenant, de l'autre côté, j'ai un endroit qui est plus beau que la moyenne des bureaux, qui est plus orienté design d'intérieur, avec tout ce que ça comporte. Donc maintenant, qui sont les gens qui ont le plus besoin de ce genre de bureau ? Tout à fait. Ouais, c'est vrai que la différenciation de ce bureau-là, c'est qu'il est plus haut de gamme et qu'il est flexible, tout en étant indépendant. C'est pour ça que je te disais, j'ai du mal à qualifier l'espace qu'on loue parce que en dehors, en plus de notre activité de club, parce qu'il n'existe pas en fait sur le marché. Il n'existe pas. Il n'y a pas des bureaux aussi beaux que ça et aussi flexibles et en même temps où tu peux créer ta marque et avoir l'air d'être, tu vois, un cabinet d'investissement qui n'a rien à voir avec l'architecture. Tu peux jouer les deux sur les deux tableaux. Je vois. Et en termes de coût de personnes qui viendraient chez toi et qui auront absolument besoin d'être chez toi et pas chez quelqu'un d'autre, tu as des pistes ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut des Là, en clients gros, haut de gamme. on va renommer le problème de rentabilité en qui sont mes clients idéaux. Oui. Et tes clients idéaux, c'est forcément ceux qui paieront le plus cher et qui seront le plus à même de t'acheter tout de suite. Alors, c'est sûr que du coup, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis d'emblée, ça ne peut pas être d'autres archis. Enfin, les archis, ils n'ont pas d'argent, ils adorent leur métier, mais ils sont comme nous. On ne fait pas ça pour l'argent. Donc, ça peut être. Moi, je pense que les gens qui ont besoin d'être, parce que je ne t'ai pas dit, mais on est dans les beaux quartiers parisiens au cœur de Paris. Donc, en gros, c'est des gens qui ont besoin dans des beaux quartiers. Donc, pas forcément des start-upers qui sont très bien dans le sentier, mais voilà, là, il y a une adresse de prestige. Donc, c'est plutôt, à mon avis, des sociétés déjà établies, pourquoi pas dans la finance ou enfin voilà, où l'adresse joue quand même un peu et qui veulent pouvoir recevoir leurs clients sans être chez Regus ou chez. C'est dommage. C'est dommage parce que peut-être, tu vois, que ça marche, mais en fait, tu coupes la valeur de ton business. Si à chaque porte que j'ouvre, je trouve un truc qui est cohérent et qui est intéressant, en fait, si tu mets des gens dans. En gros, tu as deux gros genres de business. En gros, là, tu as du B2B et du B2C. Oui. Dans ces cas-là, tu n'as en gros que deux systèmes. Enfin, ou alors c'est deux business séparés, et ça n'a rien à voir. Et donc, c'est très malin. J'ai récupéré mes meubles grâce à mon B2B. Du coup, j'ai des espaces assez stylés et je les loue à d'autres gens et ces deux business n'ont rien à voir entre eux. Ouais. Très bien, mais c'est dommage, on perd la synergie. Donc, si ensuite on veut une synergie, soit c'est du B2B2C, je vends les meubles à les gens qui habitent dans mes bureaux. Et en fait, voilà. Soit c'est d'une plateforme. Et donc, en fait, il se crée de la valeur dans les deux sens. Bah, encore une fois, on a cité Uber tout à l'heure, un peu de la même manière. Plus j'ai de chauffeurs, plus j'ai de clients, plus j'ai de chauffeurs. Okay. Ce que je trouverais intéressant, c'est que tes locataires soient des gens qui apportent de la valeur à tes fournisseurs de meubles. Ce qui fait que tu pourras progressivement leur faire monter la valeur parce qu'eux-mêmes, par exemple, vont faire des visites à des gens qui sont potentiellement des gens qui achètent des meubles, parce qu'eux-mêmes vont être intéressés pour faire des deals avec tes marques de meubles. Et donc, moi, je verrais bien. Alors, tu as dit que s'il ne fallait pas le faire, mais je verrais bien d'autres architectes éventuellement. S'il n'y a pas de problème de concurrence et qu'ils ont les moyens de payer, pourquoi pas. Ouais. Et je verrais bien, si ça, ce n'est pas une solution et que ça ne te parle pas, je verrais bien des startups qui ont un rapport avec le monde de l'architecture.
Ou Si tu trouves une l'immobilier. boîte qui est en train de créer un système pour modéliser en 3D avec de l'IA et faire des plans trop stylés, tu vois, Ouais. tout ce truc-là va s'auto-nourrir. Tout à fait. Ouais, c'est une bonne idée. Et l'immobilier, qu'est-ce que tu en penses? Bah, l'immobilier, voilà, très bien, parce que l'immobilier, à chaque fois qu'ils vont vendre des trucs, ils veulent peut-être placer des meubles dans un appartement. L'immobilier de luxe va vouloir placer des meubles dans un truc. Donc, ils auront juste à côté le fournisseur de meubles. Ils pourront lui louer 30 canapés en 5 minutes parce qu'ils Ouais. ils ont plus qu'à croiser. Enfin, ils se connaissent, quoi. Et toi, tu es au milieu de tout ça. Tu fais que les gens se rencontrent. Et donc, tu es vraiment un club. Et quand on rejoint ton club, on gagne de la connaissance du marché. Et ces gens vont te remercier. Et tu vas te remercier et financièrement parce qu'ils seront prêts à payer le prix. Et en plus, ils vont te faire monter dans ton industrie. Parce qu'ils vont te présenter à plein de monde. Vous organisez, et ensuite, chacun va organiser les petits fours et sa conférence de fin d'année. Et donc, chacun de tes bureaux, 6 fois par an, vont faire venir des gens dans tes bureaux. Et toi, tu vas venir serrer des mains Oui, bien de sûr. ton industrie. Et quitte à payer 20% de loyer en moins, je pense que tu vas les retrouver largement, tes sous derrière. Oui. Mais c'est vrai que ça, c'est une synergie qu'on a déjà créée dans la partie. Mais c'est vrai que tu as raison, autant la décupler. Hein, mais on l'a déjà créée avec les partenaires qui sont au sein de notre showroom. C'est déjà Ça un sent, bon ça sent que c'est ton truc pour avoir pensé. Franchement, pour avoir pensé, j'ai un bureau, je vais le prendre trop grand et je vais trouver des partenaires qui vont mettre des meubles dedans, c'est que tu as déjà une vision réseau. Donc là, en fait, tu as 100 mètres carrés pour augmenter ta vision réseau. C'est un asset que quasiment aucun autre architecte d'intérieur n'a. Je trouverais ça dommage de juste faire de la location de bureau à des gens qui n'ont rien à voir. Ouais, écoute, c'est une très bonne, un très bon conseil. Je vais essayer de chercher quelles peuvent être les sphères de synergie business par rapport à ce que tu m'as dit. Ouais. Qui sont les startups dans ton milieu? Est-ce qu'elles cherchent des bureaux? Est-ce que elles veulent peut-être faire un démonstrateur et donc elles vont elles-mêmes faire venir des gens qui sont des propriétaires d'immobilier et l'inverse, enfin, ce genre de typologie. Et en plus, si ça a une vraie valeur, ça veut dire qu'après, tu vas leur vraiment faire payer une appartenance au club et pas juste du loyer. Oui. Tu Oui, vois, alors ça, c'est peut-être la deuxième chose dont on peut parler. Effectivement, l'autre partie événementielle, je me demandais justement si on faisait tu vois, une organisation d'événements payants, donc une communauté, soit type BNI, soit avec une carte de membre, et tu as un accès au lieu, tu as des tarifs préférentiels, tu as de l'événement, ou est-ce qu'on se dit, non, mais en fait, on a déjà des partenaires, eux, ils ont des événements à créer, puisque c'est justement ça qu'on leur a, entre guillemets, vendu et qui les a séduits en partie. Donc, on les laisse faire et ça nous suffit comme rentabilité. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que le risque, et là, on parle plutôt sur le deuxième volet de mon questionnement, le calcul de risque, c'est que à la base, j'ai un autre métier. Je suis chef d'entreprise, j'ai une agence d'architecture à faire tourner, je travaille beaucoup. Et donc, là, par exemple, actuellement, au niveau du temps alloué sur ce projet, j'ai coupé en deux mon activité. Donc ça va tenir encore un mois, donc la phase d'ouverture du lieu. Ensuite, tu auras une phase de lancement où pareil, je pense qu'il faut que, donc, notamment recherche des locataires et puis communication autour du lieu, etc. Donc ça va me prendre encore 30 à 50%. Mais sur un rythme de croisière, il faudrait que je réduise à 10. Donc voilà, il faut aussi peut-être que je ne sois pas trop grand là-dessus. Ouais, c'est clair. Je reviens à mon truc tout à l'heure, je te disais, si on prend le grand chapeau, je ne peux pas te répondre exactement, mais je peux te donner la bonne façon d'y réfléchir et de voir ce qui est bon pour toi. On réfléchissait tout à l'heure, opportunité contre stratégie. On revient à ça. Oui. Est-ce qu'en fait, ce que je veux, c'est vite réduire mes coûts et après, je suis content et je fais mon boulot d'architecte d'intérieur. C'est mon gagne-pain, c'est le métier que j'aime. Ou est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est de développer un nouveau business? Oui. Si je suis en train de développer un nouveau business, je veux avoir trop de clients et trop de travail. Si j'ai trop de clients et trop de travail et que mon modèle est bon, je vais juste recruter des équipes. Et après, tu géreras un responsable des locaux qui s'organisera de tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai envie de te dire, tu es en démarrage, tu te prévois un certain nombre de mois pendant lesquels tu vas malheureusement être en surchauffe et tu vas faire un peu les deux. Et ensuite, quand tu verras si tu as un modèle, il vaut mieux partir haut, si tu as la niaque et tu as l'air de l'avoir, tu pars fort, tu démarres en faisant un peu les deux. Et quand tu sens qu'il y a trop de demandes, ça marche trop, mais moi, je ne peux pas gérer, normalement, si tu as bien géré, tu peux payer quelqu'un. Et donc, maintenant, tu fais les deux. Et si tu peux gérer quelqu'un à l'équilibre, déjà, c'est mieux parce qu'il y a toutes les synergies qui tournent pour zéro. Et c'est intéressant. Mais en général, si c'est à l'équilibre au bout de 3-6 mois, c'est qu'en fait, ça va être rentable quand tu vas optimiser ton business ou continuer de grossir. Ensuite, la deuxième question que tu as posée, donc ça, il faut que tu décides entre toi et toi-même, enfin, vous êtes deux.
Oui. Est-ce qu'on a de l'ambition et est-ce qu'on, au-delà de se dire on a notre lieu, on est trop content et on fait une marche et on stabilise, et c'est très raisonnable de vouloir ça, est-ce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est à voir jusqu'où ça peut aller et on se donne une chance de réussir un truc très gros. Pas très gros, Oui, l'étape au-dessus, tu vois? Et après, si ça ne marche pas, c'est facile de réduire, tu vois? Et Toi, tu ferais ensuite, plutôt ça, parce que naturellement, j'aurais tendance à dire, vu que ça fait 6 mois que je suis sur le ménage, j'aurais tendance à me dire, attends, c'est déjà incroyable ce qu'on a fait, et c'était bien d'avoir de l'ambition, mais ce qui compte, c'est peut-être de faire tourner le truc, c'est-à-dire de trouver un locataire, avoir un système qui tient bien déjà avec nos partenaires sur l'événementiel, voir si on rentre dans les coups, et puis reprendre un peu le cours de notre vie, puisqu'à la base, ce qu'on voulait, c'était juste un cadre de travail amélioré. On ne voulait pas plus de travail. Donc voilà. Mais, et puis, si voilà, une fois qu'on a repris un peu de souffle, que ça roule, qu'on est bien, on peut dire, OK, bah, en fait, ça, on l'a déjà, mais on a juste des plus beaux bureaux et une plus grande notoriété. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est créer un nouveau business. En fait, là, j'ai peur de mettre un peu la charrue avant les bœufs, mais ce que j'entends, c'est que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire dans une démarche entrepreneuriale, se dire, ben, ça dépend ce que tu dis peut être interprété de plusieurs façons et ce que je dis aussi. Donc, on va clarifier. Bon, déjà, j'entends, on veut aussi souffler, on veut pas forcément plus de travail. Donc, ça, c'est déjà des indicateurs. Par contre, j'entends aussi, ce qu'on fait, c'est déjà très gros. Enfin, on est déjà en train de grossir par rapport à ce qu'on faisait avant. En fait, avoir des marches, c'est très bien. Tu vas dire, OK, j'ai fait une étape, j'ai fait une étape, j'ai fait une étape. Mais moi, régulièrement, je me bats avec des entrepreneurs qui montent parce que quand on démarre, on a très souvent démarré parce qu'on était opportuniste. Les gens qui font des grands plans sur la comète et qui s'assoient et qui réfléchissent à leur business pendant 6 mois, 1 an, ils sont encore en train d'y réfléchir des années plus tard. Oui. Ceux qu'on réussit extrêmement souvent, c'est parmi la masse de gens qu'on dit « Oh, on m'a proposé un truc, j'ai pris », il y en a 3 qui ont raté, 1 qui a réussi et qui a continué à monter. Okay. Et donc, l'essai-erreur, c'est finalement le meilleur truc. Donc, ce que tu dis est très logique. Je tente ça, je vois ce qui se passe et ensuite je recommence. C'est littéralement ce que j'appelle l'opportunisme. Et c'est très positif l'opportunisme. C'est vraiment ça être un entrepreneur ou une entrepreneuse. Maintenant, l'idéal, quand tu arrives à là où tu es, c'est d'avoir un mélange des deux. Tu as une sorte de vision de ce que ça pourrait être et ensuite tu fais des sondes d'essai, des ballons d'essai. D'accord. Et là, de toute façon, tu as une taille ou tu as un lieu. Tu vas mettre des gens dedans. Si tu as une vision, tu vas mettre les meilleurs gens dedans. Et pour pas beaucoup plus d'efforts, tu peux organiser 2 ou 3 événements dedans et voir si ça marche. Donc là, je dirais que ce serait dommage, si tu veux, de ne pas faire un mini-test, un pilote sur ce modèle un peu club, BMI, et voir si ça prend. Et donc, ça en arrive à ta deuxième question, c'est est-ce que je fais moi ou est-ce que je fais en partenariat? Donc, la question, c'est quel est le minimum d'efforts que je peux faire pour voir si ça va prendre? Tu vois, là, on parle ROI et on valorise tout le temps parce qu'on sait qu'un entrepreneur et une entrepreneuse est essoufflé. Oui. Donc, clairement, si tu peux le démarrer avec des gens qui font déjà des événements et dire venez le faire chez moi et ils te disent il était trop bien la salle, c'était trop cool, tout le monde a adoré, tu as une réponse. OK. En fait, j'ai un lieu qui va marcher. D'accord. Et ça ne te coûte pas énormément d'inviter des gens à faire des meet-up dans ta salle. Exactement. Ouais. Et tu les laisses tout gérer et tu as juste ça va sûrement te coûter de venir, de serrer les mains et de faire 3 calls avec eux avant pour leur expliquer des trucs. Je ne dis pas que c'est 0 quand on est déjà, si on bosse déjà le week-end, ça s'additionne. C'est ça. Mais je pense qu'organiser 2 ou 3 événements au démarrage et voir si ça marche, ça peut être cool, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut se baser sur 4 events par mois, donc 1 par semaine? Ça te paraît trop, pas assez pour une phase de test? Et quelle période tu te donnerais? Alors, moi, j'aime bien fonctionner sur des sprints, donc tu sais, des cycles définis à l'avance, qui peuvent être de 1 ou 2 mois. Donc, tu te dis, OK, ma prochaine marche, elle est dans 2 mois. Qu'est-ce que j'ai envie de vérifier les 2 prochains mois? D'accord. Et donc, si déjà dans les 2 prochains mois, tu fais 3 events, c'est beaucoup moins que ce que tu as dit, mais peut-être un que tu organises toi, un que tu fais organiser par quelqu'un d'autre qui est nouveau, tu vois, genre un de tes showrooms organise sa conférence, et un troisième où tu fais venir une association qui marche déjà, et tu vois déjà comment chacune de ces… Tu vois, chaque event a pour but d'apprendre un truc différent. OK. Pas juste j'en fais plein, parce qu'en fait, si j'en fais plein, tu es déjà en prod, et si ça se trouve, c'est pas bien, et en fait, tu vas t'engager pour des trucs où ça se trouve, ça n'a pas la valeur que tu veux. Okay. Donc, au début, c'est plutôt je ratisse large et j'essaye plein de trucs. Ensuite, quand j'ai trouvé le meilleur des 3, je fais plus que ça. D'accord. Et quels sont les indicateurs que je vais regarder? Donc, sur les 3 events, un que j'organise moi-même,
un que mes partenaires vont organiser et un totalement inconnu, en mode location d'espace. Quels vont être les critères que je dois regarder pour orienter, pour aller sur ma deuxième marche? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça dépend à nouveau de tes objectifs. En général, quand on est en phase de test, on veut vérifier, on se pose 3 genres de questions. On a une vision, on a une idée, genre je vais devenir un club et les gens vont valoriser et la location d'appartements, de bureaux, et ils vont valoriser d'être membre d'un club et payer pour ça, par exemple. Mais c'est peut-être pas ça. Ouais. Si c'était ça, tu vas vérifier 3 trucs. Est-ce que c'est désirable? Est-ce que les gens veulent ça? Ou est-ce qu'ils rigolent tous quand je leur dis qu'ils vont payer 500 balles de plus tous les mois pour faire partie de mon club? Ok. Ensuite, deuxième chose que tu vas vérifier, c'est est-ce que c'est faisable techniquement? Donc là, c'est est-ce que ma salle est assez grande? Est-ce que les gens, quand je leur présente le produit, est-ce que ça a l'air bien? Ou est-ce que le fait d'organiser les events me coûte 40 heures de boulot, du stress et un risque avec le plombier? Et en fait, techniquement, j'y arrive pas. Tu vois, ou j'arrive pas à prendre les réservations. Bon, là, c'est pas super compliqué techniquement. La seule question qui va se poser, c'est est-ce que ta salle fonctionne? Ou est-ce que j'ai besoin d'une équipe d'extra? Tu vois, des choses comme ça vont se poser. Et la troisième question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est économiquement viable? Donc, est-ce que j'arrive à retrouver mes petits? Donc, est-ce que ça veut dire que pendant les events, tu vas proposer des memberships au club? Est-ce que ça veut dire que pendant les events, tu cherches à identifier des gens qui pourraient louer ta salle? Est-ce que ça veut dire que pendant les events, tu cherches à créer des prospects pour ton cabinet d'archi? Donc, ça se définit un peu sur, tu vois, ça se définit un peu sur un bout de papier. Et à chaque événement, tu te dis, au début de ton sprint de 2 mois, tu te dis quels sont les indicateurs que j'aimerais voir qui me rendraient satisfaite. Et dans 2 mois, tu reviens et tu dis, bon, je suis à 50%, 100%, 2000% de cet objectif 1, de cet objectif 2, de cet objectif 3. Tu fais ça, tu vois, un peu comme un scientifique avec son test, quoi. Ouais, c'est très, très clair. Merci beaucoup. C'est très clair. Ça te fait une petite démarche pour les 2 premiers mois. Et après, tu vois, si l'effort en vaut pas la chandelle et que tu as trouvé tes locataires, tu peux t'arrêter là. S'il y a un super truc et que ça rapporte énormément de clients d'archi, après, tu deviens rapporteuse d'affaires ou tu prends 3 architectes avec toi et tu deviens tu deviens un gros archi au lieu d'un petit. Tout à fait. Ouais, super. Pour moi, à mon avis, ce qui va se passer de ce que tu dis, c'est que le lieu, il va être cool, les gens, ils vont venir, tu vas identifier 10 fois plus facilement des prospects qu'avant parce qu'ils vont venir tout seuls. Tu as créé un filet et tu as des prospects qui vont arriver toute la journée. Pour moi, le endgame, c'est que ce lieu s'auto-rentabilise, que des gens n'arrêtent pas d'y rentrer et d'y sortir et qu'il n'y ait plus qu'à se baisser pour ramasser des super clients et que du coup, tu aies trop de clients et que tu les prennes parce que tu agrandisses ton cabinet. Je pense que c'est ça le sujet. Hein. Et ensuite, tu crées un lieu de 1000 mètres carrés pour ne pas déloger tout le monde quand tu n'as plus de place et que tu veux tous les bureaux pour toi toute seule. Parfait, on rachète l'immeuble, quoi. Voilà. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te paraît clair? Est-ce que ça peut t'aider pour tes mois de lancement? Oui, ça me paraît très clair et c'est très intéressant parce que, tu vois, moi, j'avais commencé en faisant des grands calculs, en me disant, voilà, mes coûts fixes, c'est tant, mon CA prévisionnel, c'est tant, donc ce que je dois générer, c'est tant, quelle est la répartition sur mes gains entre les locataires fixes et l'événementiel, etc. Et là, tu m'as beaucoup plus parlé stratégie, définition du business, voilà, les échéances. Les scales, etc. Ça, je trouve ça vraiment très, 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 très chouette. On décolle un peu des chiffres et ça fait bien. Les deux sont complémentaires. Hein. Donc, si tu veux, si au début, tu fais beaucoup de chiffres et beaucoup de calculs de pourcentage de marge, c'est très bien. Mais en fait, comme tu n'as aucune idée si tu vas avoir un client ou 10, c'est très difficile en réalité d'utiliser. Cette précision, elle te permet c'est un peu comme une hypothèse. Ce n'est pas vraiment utile en soi tel quel pour dire à ton banquier combien tu vas gagner dans 3 mois. Ça n'a pas trop de valeur en réalité. La valeur que ça a, c'est que tu vas te rendre compte très vite si tu es au-dessus ou en dessous de tes prévisions. Si finalement, les loyers, c'est moins cher que ce que tu pensais. Si finalement, pour avoir un client, il faut 10 fois plus d'efforts que ce que tu pensais. Tu vois, donc c'est bien de faire cet exercice, mais c'est juste une projection. C'est exactement pareil que mes trucs d'hypothèse. Tu les mets dans la case de qu'est-ce que je veux vérifier pour voir que je suis viable économiquement. Et donc, je veux vérifier que je peux faire payer tant de loyer à des gens. Tu vois, ou je veux faire vérifier que je peux l'occuper à 50% dès le premier mois. Tu vois. Ce genre de choses te permet de te rendre compte de combien il te faut de clients à quel loyer et donc de ne pas te planter. Mais le vrai sujet, c'est que ce business plan doit soutenir. Tu vois, si je te rajoute une ligne en dessous qui est création d'un club payant, du coup, tes chiffres, ils changent à nouveau. Si je te rajoute location de la salle payante, ça se loue pas, normalement, ça ne se loue pas gratos. Donc, soit tu dis la salle, est, d'ailleurs, ça peut être un bon système. Tu dis la salle, elle est louable pour tel prix. Et ça se trouve, 150 mètres carrés ou 100 mètres carrés, si tu loues que 100 mètres carrés,
ça a un prix sur le marché parisien dans du meuble de luxe, dans une adresse de prestige. Mhm. Et à la place, quand tu es membre du club, en fait, tu as prépayé toute l'année pour plein de services, dont Oui. des locations de la salle qui déjà te rentabilisent ton club. Absolument. Ouais. Donc ça paraît être un bon système pour dire aux gens, louez pas la salle, devenez membre du club. Bah, en tout cas, c'est enthousiasmant pour l'avenir. Ça me refait partir sur le plaisir et l'enthousiasme que j'avais de co-créer ce lieu. Et c'est vrai que quand on est dans le process, on se dit toujours, oulala, attention, il ne faut pas que je perde les chiffres de vue, etc. Mais là, ce qui est génial, c'est que je ressens les paillettes dans les yeux à nouveau, quoi. Ah, trop bien, ça donne envie. Bah Ouais, oui, c'est chouette. Ce qu'il te faut, c'est juste une méthode, effectivement, pour pas te perdre dans la stratégie, dans l'ambition. C'est vraiment, je me donne 2 mois pour tester des trucs et après je réajuste. Ou 1 mois, enfin, mais tu vois, c'est ça, je trouve, la clé de ni être bloqué par toutes les possibilités, ni regarder que devant le bout de son nez et de se dire, OK, de quoi j'ai besoin tout de suite, quoi, qui est toujours un peu Et oui. limitant à la réduction des coûts. OK, c'est un sujet, la réduction des coûts. Donc, il faut que tu trouves tes locataires, mais si tes locataires, on va retourner sur la boucle, mais si tes locataires ont un rapport avec ton business, ça ouvre toutes ces autres possibilités. Ça vaut le coup de se battre pour que ce soit le cas. D'accord. Ok, chouette. Bon, bah, on se rappelle dans 3 mois, quoi. Très bien. Je viendrai pour les cocktails à la soirée d'ouverture. Avec plaisir, avec plaisir. Ça a l'air très bien. Merci beaucoup, Nicolas. Tout le meilleur. Merci d'avoir appelé. C'était Dr Business. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur le pouce bleu ou appuyer sur follow selon la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. En tout cas, ça aide beaucoup la chaîne et l'algorithme. Merci à vous.